Épisode 150, faire du volontariat en France. Salut à toutes et à tous, salut Ingrid. Salut Hugo. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien, très bien. Je viens juste d'arriver en Chine, donc je suis vraiment contente. C'est un réel dépaysement pour moi. D'accord, tu es arrivé là aujourd'hui ou non ? Hier, d'accord, donc c'est tout récent. Et tu es où en Chine ? Parce que c'est un grand pays, donc... Je suis dans le Yunnan, donc c'est la région qui est frontalière au Vietnam. Donc j'ai passé la frontière à pied et je vais rester en Chine dans cette région pendant 2 semaines, le temps du visa gratuit qu'on a eu récemment, les Français. Et après, je pars. Mais voilà, ça fera un petit aperçu du pays. Mais c'est déjà pas mal, je suis très, très heureuse. D'accord. Donc peut-être que dans le prochain épisode, tu nous raconteras tes aventures chinoises. C'est super parce que moi, ça me permet de voyager par procuration sans avoir besoin de me déplacer. Mais certains de nos auditeurs et de nos auditrices ont envie de voyager, de se déplacer parce qu'on est au début de l'été. Donc pour certains et certaines d'entre vous, c'est le début des vacances et c'est ce qui nous a inspiré cet épisode. En particulier parce qu'une auditrice nous a envoyé un email il y a quelque temps, une auditrice qui s'appelle Suzanne. Elle nous avait écrit « Salut l'équipe Inner French, l'année prochaine je pars à la retraite. Mon rêve est de vivre quelques mois en France ou en Belgique, de travailler dans un projet de volontariat et de pratiquer la langue. Est-ce que vous avez déjà fait un épisode sur ce sujet ou avez-vous des conseils pour trouver un projet approprié ?» Alors, quand on a reçu cet email, j'étais pas très inspiré parce que je n'ai jamais fait de volontariat, mais toi Ingrid, il me semble que tu as un peu plus d'expérience et tu m'as dit que c'était un sujet qui t'intéressait. Oui, je trouve que la question est très pertinente parce que effectivement, faire du volontariat, c'est une très bonne manière de pratiquer la langue tout en faisant quelque chose d'intéressant. Et c'est quelque chose que je connais un peu pour avoir fait ce genre d'activité à l'étranger et en France. Et je sais aussi que c'est difficile à trouver pour la France, notamment à cause d'une petite subtilité de vocabulaire. Donc j'ai pensé que ce serait effectivement une bonne idée d'épisode. Très bien. Donc on va expliquer justement cette petite différence par rapport au volontariat en France. Et puis après, on va leur donner quelques recommandations. Si jamais vous avez envie de faire du volontariat en France, quel site vous pouvez regarder, quel type d'annonce il y a, etc. Tout à fait, j'ai hâte. Ok, c'est parti, allons-y. Donc pour commencer, on va parler de ce qu'est le volontariat dans un sens, on va dire, international. Parce que dans l'email que Suzanne nous a envoyé, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'elle voulait faire ce qu'on appelle le volunteering. Je ne sais pas si je le dis bien en anglais, mais qui est quelque chose qui est très répandu dans le monde des voyageurs et qui existe dans tous les pays. Sauf que en France, le mot volontariat n'a pas exactement le même sens. Ce qui fait que peut-être que si vous cherchez sur Internet, vous n'allez pas trouver exactement ce que vous cherchez. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui peut-être n'ont jamais entendu parler de ça, même en anglais, eh bien le volunteering, c'est le fait de participer à un projet en échange d'un logement et souvent aussi en échange de nourriture, au moins un repas par jour. Et donc, on peut s'inscrire et demander à séjourner chez un hôte. Un hôte, c'est un mot un peu particulier en français. Ouais, c'est assez intéressant parce que en français, le mot hôte, c'est à la fois la personne qui accueille et l'invité, la personne qui est accueillie. Donc
ça peut éventuellement prêter à confusion parfois, mais c'est vrai que avec l'internationalisation de l'accueil, typiquement avec les plateformes comme Airbnb, maintenant on a tendance à différencier en parlant d'un côté de l'hôte, donc ça s'écrit H-O-T-E, et de l'autre côté, les invités. Comme ça, c'est plus simple et il y a moins de confusion. Et d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant par rapport à ça, c'est que la forme féminine de hôte, c'est hôtesse. Donc, un hôte, une hôtesse, H-O-T-E-S-S-E. Par exemple, dans les avions, il y a des hôtesses de l'air, des femmes qui sont là pour s'occuper des passagers. Mais le masculin, ce n'est pas l'hôte de l'air, mais le steward. Alors, je ne sais pas pourquoi on a gardé le mot anglais pour les hommes. Peut-être que c'est vrai que ça sonne un peu bizarre de parler d'un hôte de l'air, je ne sais pas. Mais voilà, bon, il y a plein de choses intéressantes autour de ce mot, le mot hôte. Et pourquoi on parlait de ça déjà ? Eh bien, parce que quand on fait un volontariat, on est accueilli chez quelqu'un. Bon, ça peut être chez quelqu'un, ça peut être aussi dans une entreprise, entre guillemets. Parfois, par exemple, c'est un hôtel, une auberge. Donc, en fait, c'est pas une personne qui nous accueille, mais plutôt un organisme, éventuellement une association aussi. Mais voilà, en gros, l'idée, c'est que on donne de son temps, de son énergie. On va travailler pendant quelques heures par jour. Et en échange, on vivra sur place gratuitement. Alors c'est vrai que moi, en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que j'ai eu une expérience de volontariat à l'étranger, mais c'était pas du tout prévu. Je dirais que c'était une sorte de volontariat forcé, donc c'est un peu bizarre. Mais en fait, le premier voyage que j'ai fait à l'étranger, bon, j'en ai souvent parlé, mais je suis allé à Glasgow, en Écosse, avec mon meilleur ami. Et on avait réservé une auberge de jeunesse pour 3 semaines. Et notre plan, c'était de trouver un petit boulot, par exemple faire des sandwichs dans une boulangerie ou quelque chose comme ça. Et puis le reste du temps, de visiter la ville, visiter un peu l'Écosse. Sauf que quand on est arrivé dans l'auberge, on s'est rendu compte que c'était un taudis. Un taudis, c'est un logement qui est vraiment de très très mauvaise qualité, qui est insalubre, où il y a des problèmes d'hygiène. Donc, dans cette auberge de jeunesse, je me souviens qu'il y avait des cafards, des gros insectes dans les salles de bain qui étaient à moitié détruites, où le carrelage était enlevé, les chambres qui étaient sales, enfin tout était sale. J'avais jamais vu une auberge de jeunesse comme ça. Ah oui, donc une auberge de jeunesse aussi, mot de vocabulaire, c'est un hôtel pas cher en général, plutôt pour les jeunes voyageurs. Et on n'a pas forcément de chambre individuelle, mais on dort dans des dortoirs avec plusieurs personnes dans des lits superposés. Évidemment, cette auberge était pas chère, mais les photos du site internet ne correspondaient pas du tout à la réalité de l'établissement. Et bon, moi mon anglais était pas terrible à l'époque, j'étais très timide, donc j'osais rien dire, mais mon ami a fait un scandale. Il a demandé à être remboursé parce que évidemment, on avait payé les 3 semaines en avance, mais en fait, le temps qu'on demande le remboursement, le gérant de l'hôtel était déjà venu récupérer l'argent et il était parti au pub avec. Et donc, la manager après de l'hôtel nous a fait comprendre qu'il y avait peu de chances qu'on puisse récupérer notre argent. Mais mon ami a continué d'insister les jours d'après. Puis finalement, on a trouvé un arrangement où les 2 dernières semaines, on travaillait un petit peu dans cet hôtel, par exemple le soir. Et en échange, on nous a rendu la moitié de l'argent qu'on avait dépensé pour réserver cet hôtel. Et puis, ils nous ont donné une meilleure chambre aussi. Donc voilà, on a été un petit peu upgradé. Et finalement, ça a été une super expérience parce qu'on s'est fait plein d'amis avec le personnel de l'hôtel. Et puis bon, c'était pas un travail très compliqué vu qu'on était juste à l'accueil le soir et qu'il n'y avait pas beaucoup de clients. Donc voilà, on peut dire que c'était peut-être une forme de volontariat, je sais pas, mais
Oui, en tout cas, ça rentre peut-être dans les activités que tu as faites. Je ne sais pas exactement ce que tu faisais, mais de donner un coup de main, donc d'aider dans l'auberge, c'est quelque chose de beaucoup de volontaires font, sauf que normalement, on cherche à le faire et c'est prévu comme ça dès le début. Mais ouais, c'est drôle comme histoire. Mais alors, pourquoi on vous dit que en France, le volontariat, c'est pas vraiment ça? Parce que les Français aiment bien être un petit peu bizarres sur le vocabulaire et ne pas faire les choses comme les autres. Donc, en France, le volontariat, officiellement, c'est plutôt un statut bien particulier qui est encadré et qui bénéficie, normalement, le volontaire bénéficie d'une rémunération équivalente à la moitié d'un salaire. Donc, c'est pas vraiment du salariat, mais on est quand même sur quelque chose qui se rapproche plus d'un vrai travail plutôt que quelque chose de complètement gratuit. Et surtout, c'est un statut quand même très réglementé, donc ça demande de faire beaucoup de paperasse, donc de papier administratif. Ce qui fait que si vous allez rechercher France Volontaire ou France Volontariat, vous tomberez sur des sites du gouvernement qui proposent des contrats de volontariat qui sont bien spécifiques et qui sont normalement réservés pour les Français ou pour les Européens, mais quoique je crois que pour les contrats européens, il faut postuler dans son pays. Donc, chaque pays va avoir aussi ses propres règles. Alors voilà, on est quand même sur un statut qui n'a rien à voir avec ce que la plupart des gens recherchent. Oui, c'est vrai que si vous cherchez France Volontariat sur Google, vous n'allez pas forcément trouver les annonces qui correspondent à vos attentes. Après, au niveau européen, il y a pas mal de choses qui sont mises en place, notamment pour les jeunes. Il y en a un qui s'appelle le service volontaire européen pour les jeunes de 17 à 30 ans. Et ça permet de faire des missions à l'étranger pour une cause. Par exemple, la solidarité avec les réfugiés, des projets écologiques, des activités pour les enfants ou les personnes âgées. Et les dépenses, donc le transport, l'hébergement, etc., sont payés par l'Union européenne. C'est un peu, on pourrait dire, comme le programme Erasmus pour les étudiants, mais là, c'est vraiment pour aller participer à une mission pendant quelques semaines, quelques mois. Et je connaissais pas du tout avant de préparer cet épisode, mais je trouve que c'est une initiative vraiment sympa. Ouais, c'est vrai. Et après, il y a d'autres contrats et il y en a un notamment que je voulais évoquer, c'est le volontariat international en entreprise, qui est aussi, je crois, quelque chose qui existe à l'échelle de l'Union européenne. Et c'est un contrat qui est un peu bizarre, un peu particulier. Le fameux VIE. Les Français disent souvent « Ah, je vais faire un VIE ». Ouais, le VIE, c'est bizarre parce que c'est en entreprise. Donc, faire du volontariat en entreprise, ça sonne un peu comme pas très logique. Et effectivement, dans le monde associatif et les syndicats, c'est quelque chose qui est plutôt mal vu. Comme un peu du salariat déguisé, une manière de faire travailler des gens dans un emploi précaire. Par exemple, moi, je connais quelqu'un qui a fait un VIE et en fait, il était déjà qualifié, il avait déjà un master et il a travaillé pour la communication de EDF, donc Électricité de France, qui est une grosse entreprise qui gagne de l'argent. Et donc, ça n'a rien à voir avec un volontariat, puisque finalement, c'est pas dans le domaine associatif. On ne fait rien qui soit très humanitaire ou écologique, etc. Et en plus, on est payé. On est juste mal payé. Donc voilà, le volontariat en France, c'est un peu un truc très spécial. Mais c'était en France ou à l'étranger ? En France. En France, en plus, oui, c'est bizarre parce que ouais. Moi, les VIE, à un moment, je m'étais renseigné sur ça et j'ai un ami que j'ai rencontré à Varsovie qui est arrivé à Varsovie justement en faisant un VIE à l'ambassade de France dans l'équipe scientifique.
Donc j'avais l'impression qu'en général, les VIE, c'était des missions à durée déterminée, par exemple 1 an, 2 ans, dans un pays étranger, et rémunérées, mais effectivement, en général, c'est pas très bien payé. Mais bon, c'est plus long qu'un stage et ça permet d'aller à l'étranger. Mais c'est vrai que le terme volontariat ici est assez mal choisi. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en France, on ne peut pas juste donner de son temps gratuitement sans avoir un contrat spécifique ? Si, mais ça porte un autre nom, c'est le bénévolat. Oui, le bénévolat, être bénévole, faire du bénévolat, ça veut dire donner de son temps gratuitement, sans être payé, sans être rémunéré. Et ça vient du latin qui signifie bonne volonté. D'ailleurs, on a une expression, l'expression y mettre de la bonne volonté, mettre de la bonne volonté dans quelque chose, qui signifie faire quelque chose en y mettant de l'énergie, en montrant que ça ne nous dérange pas, même si c'est quelque chose d'un peu difficile. Y mettre de la bonne volonté. Et le bénévolat, c'est donc le mot correct pour parler d'une forme de travail gratuit, volontaire, qui n'est encadré par aucune loi, qui n'a pas besoin de contrat, qui n'est pas rémunéré. Donc c'est beaucoup plus libre. Ça consiste tout simplement à donner un peu de son temps. Les horaires peuvent être très variables. En général, on ne s'engage pas sur une durée importante. On ne peut pas nous obliger à faire tel ou tel horaire. Évidemment, c'est mieux quand on dit qu'on va être là tel jour d'y être, mais disons qu'il n'y a pas de relation de subordination, on ne signe rien. Donc ça c'est finalement le mot correct pour parler de temps passé dans une association à aider les autres ou à participer à un projet humanitaire, écologique, etc., etc. Par exemple, moi, je vous ai déjà parlé de l'association Watizat, qui est une association d'aide aux réfugiés, qui fait un annuaire pour dire aux réfugiés tous les endroits où ils peuvent aller, etc. Et j'ai été bénévole pour cette association quand j'étais à Toulouse. Et ça ne consistait pas du tout en un contrat ou quoi que ce soit. J'ai juste rencontré les personnes de l'association une fois et j'ai dit que j'étais intéressée. Donc j'ai participé aux réunions et après on se distribuait un petit peu les choses à faire. On se disait quel jour il fallait aller à tel endroit pour faire les distributions, etc. Et donc je participais comme ça de façon informelle via des messages sur le téléphone, via des serveurs Discord, voilà, des choses comme ça. Oui, donc si vous venez en France pour quelques mois, parce que c'est vrai que si on veut faire du bénévolat, c'est bien de s'engager quand même pour une certaine durée, comme les associations vont devoir vous former un peu et vous expliquer les activités. Si vous venez juste 2 fois, bon, ça va pas vraiment les aider. Mais si vous avez prévu de passer un peu de temps en France, eh bien, vous pouvez trouver une association, aller les rencontrer et si le courant passe bien, si vous vous entendez bien avec ces personnes, vous pourrez participer aux missions de l'association. Et justement, c'est une super manière de rencontrer des gens plutôt que de rester tout seul dans votre coin à travailler ou à faire autre chose. C'est ce que j'avais fait, moi, par exemple, en Espagne. J'avais passé 5 mois en Espagne, il me semble, à Séville. Et donc, j'étais là-bas sans connaître beaucoup de personnes et j'avais un peu de temps. Donc, je me suis adressée à la Croix-Rouge, la Cruz Roja en Espagne, pour leur demander ce dont ils avaient besoin. Et justement, ils avaient besoin de personnes qui parlaient espagnol et français pour faire des traductions pour des personnes qui étaient réfugiées et dont la langue maternelle ou une des langues parlées était le français. Et donc, j'assistais parfois à des réunions où je les aidais dans des rendez-vous. Je leur traduisais de l'espagnol au français.
Et pour ça, j'avais juste dû remplir une petite fiche. Et c'est vrai que en Espagne, j'avais pas de visa spécial pour travailler. Les Européens, on peut se rendre dans les autres pays d'Europe, mais on n'a pas le droit automatiquement de travailler. Et donc, pour faire du bénévolat, c'était quelque chose de parfait parce qu'il n'y avait rien besoin de faire de spécial en termes de papier administratif. J'avais fait ça pendant quelques mois. Et après, j'étais repartie. Oui, et puis vous pouvez vraiment chercher une association dont l'activité correspond à vos valeurs, aux causes qui vous tiennent à cœur. Et pour les trouver, il existe différents annuaires. Par exemple, un qui s'appelle Tous bénévoles. Il y en a un autre, c'est France Bénévolat. Et le troisième, qui est assez connu, c'est Je veux aider. Si vous tapez ça sur Google, vous allez trouver ces annuaires. Et puis après, vous allez pouvoir, avec différents filtres de localisation, etc., trouver une association qui vous correspond. Après, comme tu l'as déjà dit, on peut s'adresser directement aux associations les plus connues. Donc, moi, j'ai parlé de la Croix-Rouge, il y a Action contre la faim, Médecins du Monde, l'UNICEF, etc., etc. Et sinon, il y a aussi des forums. Si vous tapez sur Google forum bénévole dans la ville où vous êtes, vous trouverez des événements où on peut aller à la rencontre de bénévoles et échanger sur ce qu'ils font. C'est aussi quelque chose que j'avais fait quand je m'étais installée à Lima et ça m'avait donné l'occasion de rencontrer des Français en fait qui étaient installés sur place et qui travaillaient pour diverses associations. Je les avais un petit peu rejoints certains jours pour donner aussi un coup de main. Donc voilà, il y a plein de possibilités quand on sait utiliser les bons mots pour chercher ce qu'on veut. Alors, le bénévolat, c'est très bien pour rencontrer des gens, se sentir utile, pratiquer votre français, mais la différence par rapport au volontariat, dans le sens international, c'est que les associations ne vont pas vous proposer ni de logement, ni de nourriture. Vous allez devoir vous loger par vos propres moyens. Mais il existe aussi d'autres types d'activités où là, justement, on va vous offrir un logement. Donc, c'est les fameux volontariats dans le terme international. Pour les trouver, il y a plusieurs plateformes et il faut en général passer par la langue anglaise pour être sûr de trouver ce qu'on veut. Mais donc, ce qu'on expliquait, c'est qu'on est accueilli chez des hôtes et l'idée, c'est vraiment de vivre avec eux, de partager leur quotidien. C'est l'opportunité d'un échange interculturel. Donc, si vous voulez pratiquer votre français et que vous avez un peu d'économie pour subvenir à vos besoins au quotidien, c'est une bonne idée parce que vous ne serez pas dans votre coin en train de travailler, dormir et c'est tout, mais vous partagerez vraiment plein de moments avec des Français. Oui, et en plus, il y a des activités assez intéressantes. Par exemple, là, en faisant nos recherches, on a trouvé des missions de volontariat comme participer à la construction d'une écologe, participer à la décoration et à des petits travaux avant l'ouverture d'une auberge, aider une mère de famille avec les enfants et la cuisine, aider à l'agriculture dans un verger familial, etc., etc. Donc voilà, il y a vraiment des missions de nature complètement différentes. Et pour les trouver, il y a 3 plateformes qui sont très connues. C'est Workaway, Helpix et Worldpackers. On vous mettra les liens, bien sûr. Personnellement, j'ai déjà testé. J'avais fait un volontariat en Équateur en utilisant la plateforme Workaway. J'étais restée, je sais plus combien de temps, mais plus d'une semaine, dans un petit village au bord de la mer, chez une famille. Et le volontariat consistait à donner un coup de main en cuisine à la grand-mère, à aider un peu à la reconstruction de la maison parce qu'il y avait eu un tremblement de terre et donc il y avait beaucoup de choses qui avaient été détruites. Et aussi, il m'avait demandé d'aller dans l'école du village, qui était une école vraiment perdue,
pour parler un peu aux enfants, parce que comme ça leur donnait l'occasion de voir quelqu'un qui venait d'ailleurs. Pour eux, c'était une vraie expérience. Donc voilà, ça mélangeait plusieurs choses et je vivais vraiment avec la famille. On était plusieurs volontaires sur place. C'était très tranquille. Il n'y avait pas énormément de travail du matin au soir. C'était plutôt pour participer à la vie de la maison. Oui, ça, il faut être assez vigilant. Il faut faire attention par rapport à ça parce que quand on fait du volontariat, c'est pas pour travailler 10 heures par jour et avoir des conditions de travail très dures. Normalement, vos hôtes doivent être assez sympas avec vous. Le volontariat, c'est pas de l'esclavage. Donc voilà, si jamais vous faites ça et que dès le début de l'expérience, vous sentez que ça se passe pas forcément très bien, rien ne vous retient, vous pouvez partir et voilà. Mais c'est vrai que parfois, il y a un peu d'abus aussi à ce niveau-là, donc il faut être vigilant. Mais sur les 3 sites que tu as mentionnés, il y a beaucoup d'offres en France en ce moment. Donc, si ça vous intéresse, allez regarder ces sites et peut-être que vous trouverez quelque chose qui vous plaira. Et d'ailleurs, sur ces sites, il y a aussi des commentaires qui permettent de savoir comment ça s'est passé pour les anciens volontaires. Donc, vraiment, faites attention et triez et choisissez ce qui vous inspire le plus. Il y a l'embarras du choix. Sinon, vous pouvez aussi passer par d'autres réseaux sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est vrai que ces plateformes, elles permettent au moins d'avoir un peu l'assurance de savoir sur qui on tombe, d'avoir les informations vérifiées, etc. Donc vraiment, je les recommande. Et puis, il y a une autre forme de volontariat. Bon, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça du volontariat, mais qui est très connue, c'est d'être fille au pair, ou maintenant on parle aussi de granny au pair. Bon, moi, j'ai pas du tout d'expérience en la matière, mais toi, Ingrid, tu connais quelqu'un qui a fait ça, non ? Ouais, donc j'ai pas d'expérience moi personnellement, mais c'est vrai que j'avais donné des cours de français en ligne à une au pair. C'était une jeune fille qui était colombienne et elle était avec une famille en Haute-Savoie. Et je sais que maintenant, elle s'est installée en France définitivement. Elle vient juste d'avoir un bébé avec un Français. Donc, comme quoi, on peut commencer en étant au pair et finalement faire sa vie en France. Bon, mais c'est vrai que parmi nos auditeurs, nos auditrices, on sait qu'il y a beaucoup de retraités. Donc, vous n'avez pas forcément envie d'être au pair. D'ailleurs, c'est le cas de Suzanne qui nous a écrit. Je pense que c'est pas vraiment ce qu'elle envisageait pour son séjour en France. En même temps, c'est vrai que la retraite, c'est un bon moment parce qu'on a du temps, si on s'est bien organisé avant, normalement, on n'a pas trop besoin d'argent. Et voilà, on est dans un bon contexte pour faire du volontariat. Il ne faut pas croire que le volontariat soit réservé aux jeunes. C'est vrai que les jeunes sont les plus nombreux parce qu'ils ont beaucoup de temps et puis ils n'ont pas forcément les moyens de voyager autrement. Ça les arrange d'avoir le logement offert, le gîte et le couvert, comme on dit. Le gîte et le couvert, ça veut dire l'hébergement et la nourriture. Un gîte, c'est une maison qu'on loue pour les vacances. Le gîte et le couvert. Mais il y a quand même plusieurs opportunités de volontariat pour les retraités, non ? Oui, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, sur les sites de volontariat, il y a pas mal d'articles qui s'adressent spécifiquement aux retraités pour les encourager à faire du volontariat, pour leur dire oui, il y a des personnes qui sont à la retraite et qui voyagent de cette manière et avec des exemples. Alors oui, ce n'est pas la majorité, mais je pense que c'est plus une question d'oser le faire qu'une question de ne pas être capable de le faire. J'ai même vu des témoignages de personnes, des hôtes, qui cherchaient spécifiquement des personnes retraitées, soit parce qu'ils avaient un meilleur contact avec ces personnes-là, soit parce que c'était pour faire un travail qui demandait de la patience ou qui demandait d'être là pendant assez longtemps, etc. Donc, ne croyez pas que vous ne pouvez pas faire de volontariat, peu importe le type, parce que vous n'êtes plus des petits jeunes. En fait, c'est vraiment pour tout le monde. Et puis, il y a aussi une autre forme de volontariat qui est très connue à l'international, un peu moins en France, mais qui commence à arriver en France, qui s'appelle le woofing. Alors moi, la première fois que j'ai entendu ce mot, je pensais que c'était en rapport avec les chiens, mais en fait, pas du tout, ça n'a rien à voir.
Le WWOOFing, c'est les initiales de Worldwide Opportunities on Organic Farms. Donc des opportunités mondiales dans des fermes biologiques. Et je dis bien biologiques, puisque en français, le mot organique, on le traduit par biologique. C'est encore une petite particularité, je crois, du français. C'est vrai. Dans les magasins, on peut acheter des fruits et des légumes bio. On ne dit pas des fruits et légumes organiques, mais plutôt des fruits et légumes bio. Donc, la spécificité du WWOOFing, c'est qu'on va forcément travailler sur des projets de fermes biologiques et il y a un objectif éducatif. L'objectif, c'est d'apprendre à créer des modes de vie durables. Donc, en fait, c'est un peu une philosophie ou un projet de société et pas seulement rechercher un logement et de la nourriture en échange de notre temps. Il faut vraiment adhérer à cette vision et d'ailleurs, je crois qu'il faut signer une charte quand on veut faire du WWOOFing. Voilà, il faut avoir les valeurs qui correspondent à ce projet. Et quand on est un woofer, donc un volontaire dans le WWOOFing, le but, c'est vraiment d'apprendre, c'est d'avoir plus de connaissances dans les modes de vie durables et dans ce qu'on appelle la permaculture. Je me rappelle au début du WWOOFing, j'entendais beaucoup parler de permaculture. Je savais pas du tout ce que c'était. Je croyais que c'était une technique d'agriculteur hyper spéciale. Et finalement, en fait, c'est tout simplement une manière d'appréhender un écosystème dans sa globalité. Donc, de vraiment prendre en compte tout ce qui peut interagir pour respecter l'environnement, pour respecter les animaux, pour respecter les plantes et que les humains puissent vivre en harmonie avec cette nature. Donc voilà, le WWOOFing, peut-être que ça peut paraître un petit peu plus physique et donc c'est peut-être pas la meilleure solution pour des personnes qui veulent plutôt donner un coup de main tout en étant un peu tranquille. Mais on pensait que c'était quand même important d'en parler parce que c'est quand même très connu et c'est une option qui existe partout dans le monde et en France qui commence à grandir pas mal. Oui, et si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site WWOOF France, WWOOF espace France, et vous pourrez trouver des missions, des opportunités de WWOOFing en France. Voilà, on va peut-être s'arrêter là. On vous mettra tous les liens sur la page de l'épisode pour retrouver toutes ces plateformes. Mais comme ça, vous en savez plus, au moins sur déjà la différence entre bénévole et volontaire et sur les différentes manières de venir en France pour aider un petit peu, pour donner de votre temps et passer du temps en France pour pratiquer la langue. Et si jamais c'est quelque chose que vous avez déjà fait, si vous avez des conseils, des expériences à partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires pour les autres auditeurs et auditrices. Et ben voilà, merci à toutes et à tous et à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ciao. Merci, ciao.